Bonjour à toutes et à tous, ravie de vous accueillir pour cette table ronde dans les studios de l'agence Win-Win. Mars 2020, septembre 2021, après 18 mois de crise sanitaire et de quasi-arrêt de l'activité du secteur événementiel, nous voici à un moment clé qui, normalement, doit être marqué par la relance de l'activité. On le sait, cette relance sera douce, sans doute en pointillé, entravée notamment par des contraintes portant sur les déplacements des publics internationaux, mais l'instauration du pass sanitaire permet à nouveau d'envisager dans un climat plus serein et dans un cadre maîtrisé le retour aux événements et aux rassemblements. Reste cependant à voir comment les nouveaux usages digitaux qui se sont installés pendant les mois derniers vont perdurer ou se modifier. Comment concilier événementiel et transition écologique, comment répondre aux enjeux des mois à venir pour les professionnels, comment ces derniers ont-ils fait évoluer leur format, leur commercialisation, voire leur business model. Enfin, globalement, comment envisagent-ils le futur de leur métier et de l'événementiel en général. Et notons aussi que s'il y avait un bon signe à garder de ces derniers mois, c'était effectivement de voir que l'industrie de l'événementiel a été éclairée et qu'aujourd'hui nos métiers ont été reconnus et vont le rester durablement, nous le souhaitons en tout cas. Donc, pour en parler avec nous aujourd'hui, je reçois Marianne Chandernagor. Marianne, vous êtes directrice de pôle salon chez Comexposium. Bienvenue à vous. Merci. Anthony Forêt, vous êtes rédacteur en chef de l'Innovatoire et directeur marketing et innovation d'Unimev. Unimev qui est, pour le rappel... l'Union française des métiers de l'événement. Voilà. Tout à fait. Bonjour Laurence et merci. Je vous en prie et bienvenue. Muriel Blaillac. Muriel, vous êtes directrice générale de l'agence Levée de Rideau LDR et vous êtes également vice-présidente de l'association L'événement en charge de la communication. De la communication, tout à fait. Merci à vous Laurence pour cette invitation. Écoutez, merci d'avoir répondu favorablement et bienvenue. Et Philippe Brocard, vous êtes directeur général du salon Maison et Objets. Alors justement, Philippe, votre salon Maison et Objets, dans 10 jours, c'est ça? Le 9, voilà. Ouverture le 9, donc oui, c'est porte le 9. Demain, Paris-Nord-Villepinte, un salon qui va avoir quelle configuration, quel contour après pas d'édition l'an dernier ou des éditions... Une édition en janvier 2020 qui nous a sauvés. Et effectivement, depuis 18 mois, report, annulation. Voilà. Donc voilà, d'abord, on est, nous, super contents de pouvoir redémarrer avec ce salon Maison Objet, mais aussi avec la Paris Design Week dans Paris. Okay. Et donc, je pense qu'on va être regardé de près parce que c'est le premier, je pense, grand salon à vocation internationale à se tenir. Donc, on va pouvoir assez vite se rendre compte de l'impact ou pas de ce qui s'est passé et de son influence sur notre activité événementielle. Et donc, on va pouvoir se rendre compte voilà, est-ce qu'aujourd'hui, à Paris, on est à nouveau capable de pouvoir attirer en nombre relativement important des acheteurs, des journalistes français, européens, étrangers. Donc, voilà, je pense que ça sera une occasion et une opportunité de faire le point sur la relance de l'activité événementielle. Est-ce qu'aujourd'hui, votre salon, vous l'avez redimensionné parce que vous savez par avance que vous allez avoir une audience, moins d'exposants, moins de visiteurs et donc Alors, globalement, ça reste un salon à taille relativement importante puisqu'on va utiliser à Paris-Nord-Villepinte Siol, donc c'est pas rien. On va accueillir 1300 exposants. Donc d'habitude, on en accueille 2006, mais 1300, c'est relativement significatif. Et on va être sur une surface nette d'environ 40-42 000 m² contre environ 100 000 d'habitude. Donc oui, certes, c'est plus petit, mais c'est très significatif. Donc, ceux qui avaient l'habitude de dire que c'était trop grand et qu'à la fin de la journée, ils avaient mal aux pieds, peut-être qu'ils auront un peu moins mal aux pieds cette année, mais qu'on va quand même leur offrir la possibilité d'être en contact avec
plus de 1300 sociétés. D'accord. Alors, on ne va pas refaire le débat du présentiel versus l'hybride. C'est des sujets dont on a longuement discuté durant les derniers mois. Voilà, on part du principe que les deux sont évidemment des outils et qui permettent de rythmer les prises de parole au fil de l'année. Et le sujet du digital, par exemple, pour un salon comme Maison et Objets, de mémoire, c'est un sujet qui n'est pas récent et qui vous n'avez pas entendu d'être empêché, si je puis dire, de vous réunir en présentiel pour avoir une offre conséquente en digital. Vous pouvez nous en parler un peu? Alors, nous, on n'a jamais évoqué ce thème ou ce mot d'hybride. Bon, effectivement, on a lancé notre plateforme digitale en septembre 2016, donc c'était bien avant le Covid, et notre objectif, c'était pas de dire on va faire des événements hybrides. Notre objectif, c'était de dire, voilà, on a 2 salons par an, ce qui est déjà beaucoup, parce que la plupart des salons, en principe, ils ont lieu une fois par an, une fois tous les 2 ans, et depuis toujours, les gens se posent la question de dire, mais entre 2 salons, comment on peut animer nos communautés? Alors, il y a certains qui disent on va faire des salons en région, d'autres qui disent on va faire des salons à l'étranger, etc. Nous, on s'est dit, voilà, il faut investir dans le digital pour donner la possibilité à nos communautés de pouvoir, alors c'est spécifique à notre activité, découvrir des nouveautés produits, notamment découvrir des nouvelles collections tout au long de l'année. Et on s'est dit, tiens, le digital, ça peut faire une partie du job. Mais notre idée, c'était pas de dire on va rendre notre salon virtuel ou on va faire de l'hybridation. On va simplement offrir à notre communauté des moyens différents d'échanger, d'être mis en relation, de générer du business. Donc c'était ça notre idée. Alors effectivement, quand on a été amené à ne plus pouvoir faire de salon et que nos communautés pouvaient plus se voir physiquement, ça a permis d'accélérer effectivement les choses et de continuer à créer ce qui est notre métier finalement, c'est-à-dire de la mise en relation entre une offre et une demande. Et du contenu également. Alors le contenu, oui. Alors le contenu, c'est un peu autre chose. Le contenu, c'est ce qu'on faisait, ce qu'on fait tous dans nos salons via des conférences, des workshops, des ateliers, etc. Et je dirais que là, oui, on peut plus facilement parler d'hybridation parce que on peut très bien assister à une conférence en physique, mais finalement, quand on y assiste en live, la différence, elle est pas énorme. Donc, si je suis capable de digitaliser ça, oui, ça peut apporter de la valeur. Donc, c'est ce qu'on a fait. Donc, autour de ces événements digitaux qu'on a événementialisés, on y a additionné, enfin, on a mis aussi du contenu sous forme de conférences et de talks. Et donc, nous, on a plutôt tendance à dire qu'on événementialise le digital plutôt que de dire qu'on digitalise l'événementiel. Parce que l'événementiel, c'est avant tout pour nous de la rencontre physique, quoi. Si on commence à dire que c'est physique mais qu'on peut rester chez soi, c'est que quelque part, on n'a pas apporté la preuve qu'on pouvait venir sur un salon. Après, selon les formats de salon, je pense que c'est différent. Les gens qui font que des conférences, rester à la maison pour aller à des conférences, moi je l'ai fait pendant Vivatech, honnêtement, ça marche aussi bien que d'aller à la porte de Versailles sans avoir tous les inconvénients. Maintenant, quand il s'agit d'avoir des vraies relations d'affaires, des vraies discussions, des vraies découvertes de produits, on a besoin de toucher les choses, de voir, la rencontre physique reste quand même très très importante. Et utile. Et parlons d'utilité avec Muriel. Muriel, vous donc dirigez une agence événementielle. Je rappelle, vous êtes amené justement à travailler pour des annonceurs qui peuvent avoir des présences physiques sur des salons, de faire des stands, faire des lancements de produits, tout type d'événements. Vous avez édité en début d'année, je crois. En septembre 2020. Septembre 2020, oui, ça passe très vite. On imaginait que c'était déjà une relance, mais bon, voilà, c'était pas encore le cas. Mais effectivement, une nouvelle communication sur l'utilité, effectivement, avec un manifeste, de dire que l'événement doit être utile et utile dans tous ses sens. Donc, je vous rejoins complètement. En fait, pour nous, l'utilité, c'était de dire pourquoi aujourd'hui faire un événement récurrent sans se poser la question du pourquoi et du comment et quelle communauté je veux toucher. Et en fait, quand on
part de ce prisme-là, ce qui est plus compliqué d'ailleurs pour un annonceur parce qu'il a ses habitudes, par exemple en com interne. Chaque année, on voit les managers, chaque année, on voit les commerciaux, on va les remotiver sur la force de vente, ou je vais faire un stand à Vivatech, ou je vais être présent sur un autre salon. Mais on leur disait, en fait, prenez ce média événementiel et profitons justement de cette crise Covid pour se poser les bonnes questions. Pourquoi vous faites cet événement ? En fait, quand vous avez une stratégie de communication, elle est hyper bien posée. Mais au final, on trouvait que peu de nos clients se posaient la question d'une stratégie de communication événementielle. Parce qu'on peut être présent dans un salon, on peut faire du digital, en fait, d'utiliser tous les prismes de l'événementiel. Donc, c'était cette première partie de se dire qu'on reçoit un brief, nous, ce qu'on aimait bien en tant qu'agence indépendante, c'était un peu de casser et du coup d'être un peu à la française, d'où le manifeste, de militer, de dire, oui, on a droit de dire, dépensez pas autant d'argent. Est-ce que pour faire un lancement de produit face à la presse, par exemple d'un véhicule, ou soit face à tous ces commerciaux, au final, ils connaissent déjà le véhicule. En revanche, faire que des essais, c'est la passion de l'automobile peut-être qu'il faut mettre en avant. Donc se poser les questions autrement. Puis après, il y avait l'utilité aussi qui était très dans le côté RSE, qui était de se dire, c'est très dur aussi d'expliquer que tout ce qu'on va faire, on va jeter, on est éphémère. Quelle utilité aussi de ce point de vue-là, puis quelle utilité pour un collaborateur de venir en fait faire un événement. Hormis quand on avait fait une étude d'ailleurs avec Unimev et avec l'association événements, on voyait que les gens venaient à des événements internes, mais aussi, enfin surtout internes, qui étaient essentiellement se rencontrer. Et en fait, en deuxième ou en quatrième ou cinquième point, c'était de savoir quelle était la stratégie de son entreprise. On s'est dit, on a un peu loupé quelque chose. Parce qu'on n'arrêtait pas de se dire, nous, on veut apporter du contenu. Donc vraiment, on s'est dit, mettons l'utilité. On a le droit, un annonceur a le droit de dire, je veux faire un événement parce que j'ai envie que mes collaborateurs s'amusent. N'ayons pas peur de dire les choses, mais posons-nous juste peut-être un peu plus sur les briefs avec nos clients. Et puis aussi l'utilité d'expliquer aussi que ce média événement doit être une marque employeur pour aussi montrer l'utilité dans la société, aussi bien pour les futures générations. Et l'utilité en tant que telle, depuis des siècles, les événements existent. Depuis des siècles, les Jeux Olympiques, c'est le plus bel événement sportif qui soit, et on a pu le voir encore, et on attend tous avec hâte Paris 2024. Cet événementiel a une véritable utilité. Par contre, il faut juste préciser cette utilité pour que ça donne du sens. Donc, rentrer par l'objectif et non pas par les typologies d'événements. Voilà. Et du coup, on ne met plus évidemment, comme on le disait, le digital contre le physique. En fait, tout peut être fait, mais tout dépend quel est l'objectif. Voilà. Ça, j'imagine, Marianne, que les communautés pour lesquelles vous œuvrez finalement au travers des salons, vous pouvez nous rappeler d'ailleurs les salons dont vous... Alors moi j'ai en plus une vision un peu particulière parce que je suis exclusivement sur des salons grand public, donc des salons de consommateurs où il y a peut-être encore des objectifs différents, notamment de la communauté visiteur qui ne vient pas forcément pour se rencontrer. Donc c'est encore d'autres enjeux. Alors moi j'ai un pôle qui couvre des secteurs hyper différents qui vont du gaming, donc jeux vidéo, au do-it-yourself, donc tout ce qui est le fait main, le tourisme, l'immobilier, donc vraiment des secteurs très différents. Et je dirais que quand on parle de communauté, c'est aussi différent en fonction qu'on est sur un salon de passionnés ou sur un salon plus généraliste, donc un peu plus mainstream. Quand on est sur un salon de passionnés, les choses sont un peu plus faciles. C'est un peu plus facile d'écrire un contenu à l'année, de tenir en haleine une communauté pour laquelle le salon est vraiment le point d'orgue, à laquelle on peut proposer un contenu très pointu toute l'année. On se cherche davantage sur nos salons qui sont vraiment généralistes, avec une offre un peu large. Et c'est vrai que jusqu'à maintenant, je dois le dire sincèrement, on était peu présent tout au long de l'année pour nos communautés. On avait vraiment l'événement salon qui était entre 3, voire parfois 14 jours pour certains de nos salons. Puis une fois le rideau tombé, on faisait plus grand-chose, il ne se passait plus rien. On n'avait plus de contenu à produire parce qu'on produisait tout notre contenu pendant l'événement, on n'avait plus de contenu, on n'avait plus de lien avec nos communautés pendant parfois un an. C'est un peu différent avec des salons semestriels où là, le rythme fait qu'on arrive à garder le lien. Et c'est vrai que la période qu'on a vécue fait qu'on a finalement trouvé des solutions pour garder le lien. Alors beaucoup en production de contenu, donc des conférences qu'on fait habituellement sur les salons, on les a fait en digital tout au long de l'année. On a profité aussi, on va dire, de la période de confinement quand on s'adresse au grand public qui était un peu coincé chez lui. Oui. Je pense notamment au secteur du tourisme. On a proposé des conférences sur des destinations pendant le confinement qui ont effectivement apporté beaucoup, qui ont eu aussi un intérêt pour certains qui étaient un peu seuls chez eux, qui ont eu l'impression de voyager pendant qu'ils étaient confinés. Donc c'est vrai que les communautés, c'est notre métier, c'est ça, c'est la mise en relation de communautés. Donc on s'est posé la question de comment on continue demain
ce qu'on a initié pendant cette période, de garder le lien avec nos communautés, ce qui n'est pas évident quand on parle à un consommateur final, chacun ayant des ambitions très différentes. Bien sûr. Et étant souvent sursollicité aussi. Exactement. Par une profusion de contenu aussi. Exactement. Anthony, à l'innovatoire et plus spécifiquement, je dirais, vous faites appel à des contributeurs extérieurs et vous rédigez également des articles. Qu'est-ce que vous avez repéré comme item ou questionnement durant cette période qui vous ont paru assez révélateurs de soit des visions, une vision de la situation présente ou des questionnements pour demain? Pas facile de passer après mes 3 confrères et consoeurs. Je vais essayer. Vous savez, à l'Innovatoire, on essaye bien sûr de produire de l'intelligence sur les nouveaux formats, les nouveaux métiers, les nouveaux modèles. Mais au-delà de ça, on s'interroge aussi sur les mouvements sociétaux, même si ça peut paraître un peu pompeux. Mais on essaie toujours de se recontextualiser dans ce qui est en train de se passer. Et donc, c'est là aussi où on attend nos contributeurs. Il y a peut-être 3 items qui sont apparus dernièrement et de manière, continue, quelles que soient les publications. Le bien-être, les nouveaux récits collectifs et puis les coopérations. Le bien-être, et ce qui m'a amusé en plus, voire conforté, c'est que récemment, Twitter a sorti une étude très intéressante. Ils ont fait un travail sur un certain nombre de mois pour analyser, je pèse mes mots, des milliards de conversations. Ils ont tiré 300 000 sujets. Et le premier sujet, le trend topic comme on dit, c'était le sujet du bien-être. Bien-être chez soi, j'ai presque dire en soi. Oui. Le bien-être dans la sphère publique, collective, le bien-être dans la sphère professionnelle. Et ça, je pense que c'est un sujet que ne pourra pas éviter notre secteur et qu'aucune entreprise ne pourra éviter dans ses process internes et surtout dans sa relation avec ses parties prenantes. Très concrètement, ensuite, ça viendra se matérialiser à travers, je pense, les nouvelles stratégies de design, de spatialisation, d'expérience peut-être premium offertes aux personnes qui viendront sur les événements physiques. Philippe, tout à l'heure, disait avec une boutade qu'on avait moins mal aux pieds parce que l'événement était moins grand, mais d'une certaine manière, ça dit quelque chose. Moi, en tant que visiteur du VATEC cette année, j'ai apprécié que l'événement soit plus petit. C'est la première fois que je discute autant avec des startups et des personnes sur les stands. Donc, ça dit quelque chose aussi, je pense, du moment de l'événement et puis de la stratégie relationnelle aussi toute l'année qu'il va falloir bâtir avec ces communautés. Le deuxième point, c'est les récits collectifs et ça rejoint ce que disait Muriel, en fait, sur le fait que simplement, en quelque sorte, faire promesse de business et de communication ne suffit plus. On voit bien qu'on sort, grosso modo, sans prendre parti là-dessus du récit de la société de consommation, finalement, pour entrer dans une autre période où le sens a un rôle, où l'environnement, la planète vient se greffer dans toutes les discussions internes, externes, etc. Et je pense qu'il y a un mot qui est apparu dans une de nos publications, c'est l'événement à mission. On parle d'entreprise à mission, mais c'est quoi un événement à mission, finalement, à la fois dans ses process, dans sa ligne éditoriale. Je fais un pas de côté, mais l'entreprise Camif, qu'on connaît tous, a annoncé dernièrement qu'on ne retrouverait plus sur son site internet de mobilier qui viendrait hors Union européenne. Choix drastique. Quid demain, aussi bien pour un speaker, pour un exposant sur un salon, etc., de ce genre d'engagement. Et puis quand on dit récit collectif, c'est la place qu'on laisse aussi aux personnes, aux individus, à nous, dans ce récit collectif. Et là, c'est très clairement, voilà, demain, comment on intègre davantage ces parties prenantes. Je citerai un exemple de WSN qui a fait son partenariat avec Ulule, très intéressant, je trouve, via le véhicule Ulule, de se dire, on va laisser, là aussi, la communauté, finalement, dire quel créateur de mode elle préfère retrouver demain sur un événement, on préfère se voir développer. Donc ça, c'est le deuxième point. Et puis le troisième point, c'est les nouvelles coopérations qui étaient déjà là aussi, mais de manière sous-jacente et qui, je trouve, se sont accélérées. Je ne parle évidemment pas de fusion ou de rachat, mais vraiment les nouvelles coopérations, TF1, Barrière, Sénat, Christie's et bien d'autres. Le monde est très complexe, tout est ramifié. Le numérique, la santé, l'urbanisme, la politique de la ville, l'éducation, tout est lié en fait aujourd'hui. Donc je dirais que c'est comment on va construire ces stratégies relationnelles via des coopérations. Donc là, c'est coopération marque avec ses publics. Et puis, coopération des individus entre eux. Moi, j'ai un chiffre qui m'a marqué sur la période avril 2020, novembre 2020. C'est une étude qui a été faite plutôt pour des événements B2B à rayonnement international. 20% des événements qui ont été organisés dans cette période-là, de manière digitale, bien sûr, n'existaient pas par le passé. Ce n'était pas une virtualisation d'un événement. Autrement dit, il y a 20% de ces personnes-là, enfin ces communautés, ont souhaité se réunir
forcément parce qu'elles avaient besoin de se réunir. Et ça dit quelque chose. Je trouve que c'est un levier de développement aussi pour les organisateurs d'événements en observant ces communautés naître et puis derrière en leur permettant de se cristalliser. Mais voilà, ça dit quelque chose des enjeux de coopération, je pense, qui nous touchent tous. Et vous évoquiez aussi, tous autant que vous êtes, sur le digital versus le présentiel. Est-ce que demain, finalement, le présentiel ne sera pas que le point d'orgue et avec peut-être la possibilité de faire que l'événement physique devienne un objet premium ou qui sera peut-être réservé qu'à les VP, les donneurs d'ordre, quelques invités, et puis le gros des troupes, si je puis dire, qui restera derrière l'écran. Est-ce que pour vous c'est une question? Est-ce que ça sera il faut être vigilant pour effectivement faire en sorte que le physique soit aussi collaboratif et qu'il puisse se nourrir de plein de participants? Il va falloir, je pense, prouver pourquoi on se réunit, en fait. C'est ça par rapport au digital. Quand tout à l'heure, on disait qu'une conférence, après tout, en digital est bien, mais à nous de démontrer qu'une conférence en physique est mieux. Pour revenir sur les cibles, oui, il va y avoir des vraies questions sur les cibles. Il y a encore la RSE, il y a encore ce principe-là. Est-ce qu'on va faire venir tout le monde d'un coup? Est-ce que ça, c'est très ou pas responsable? Là, il y aura aussi cet état d'esprit que vont avoir, je dirais, les comités de direction. Mais que ce soit pour des managers, pourquoi les managers seraient plus importants que les collaborateurs? Je pense qu'ils ne vont pas se poser cette question-là, et je l'espère. Ça va être vraiment pourquoi est-ce qu'on se réunit physiquement. Donc le pourquoi, ça va plus être une feuille de route, ça va plus être un plan strat, parce qu'au final, en digital, en 1 demi-heure, 45 minutes, on peut déployer un plan strat. En revanche, le faire vivre, l'expliquer comment quel va être leur rôle, ça va être en physique. Donc ce sera certainement soit des événements plus petits, un peu premium, mais pas une histoire de cible, mais en termes de qualitatif, je pense, d'expérience. Là, l'expérientiel va revenir, mais dans une frugalité. On ne sera pas dans des dépenses. Et après, je pense qu'il y aura des gros événements de marque. Parce qu'à un moment donné, un annonceur voudra présenter sa marque à tout son écosystème. Et du coup, c'était des choses qu'on voyait d'ores et déjà, tous les summits en 2018, 2019, qui en fait étaient un summit citoyen. On mettait en avant en fait une marque dans la société en tant que telle, aussi bien auprès de ses collaborateurs que de ses partenaires. Donc je pense qu'il y aura ces événements évidemment physiques, et puis il y a plein d'événements physiques encore à inventer, parce qu'au final, comme le disait Anthony, il y a eu tellement de nouvelles communautés qui se sont vraiment épris en fait de l'événementiel, et c'est pas grave qu'il soit digital, de le faire ramener en physique. Je pense qu'il y aura plein de nouvelles choses, mais dans une frugalité. Oui. Je suis assez d'accord avec ce que dit Muriel. Nous, c'est vrai qu'on réfléchit demain aussi à l'événement physique, comment il va changer. Et on réfléchit notamment à des événements plus petits. Quand on est sur des très gros événements, on se dit demain, ces événements, ils auront peut-être du mal à exister tels qu'ils existaient dans le format dans lequel ils étaient. Et donc, on réfléchit notamment à un maillage du territoire national et comment on va auprès d'un public sur un événement plus petit, auprès de chez eux, pour éviter justement ces déplacements, etc., avec une offre parfois même locale et régionale qui va même vraiment correspondre à leurs attentes. Donc sur l'ensemble de nos secteurs, on est en train de regarder ce qu'on peut potentiellement régionaliser. Mais ça peut être internationalisé aussi. Moi, dans mon périmètre, c'est plutôt la régionalisation en France sur des territoires. On a des exemples là. Nous, on a ce semestre 25 salons CE qui vont se tenir. S'il y en a 25, c'est que c'est vraiment dans une toute petite ville. On a aussi le modèle des salons de l'étudiant qui vont se tenir là dès la semaine prochaine. Donc on a ce modèle-là. Donc on réfléchit à comment on voit différemment l'événement physique. Et quand vous parliez des cibles en disant qui est sur le digital, qui est sur le physique, est-ce que le physique sera le point d'orgue? Moi, j'ai aussi constaté sur mes salons que c'était pas forcément les mêmes cibles sur le digital et sur le physique. Anthony l'a dit, il y a des communautés qui se sont regroupées sur des nouveaux événements digitaux. Moi, sur les événements digitaux grand public que j'ai menés, j'ai constaté sur un événement, en tout cas tourisme, que près de 60% des personnes connectées étaient des gens que je n'avais pas dans mes bases. Donc, qui sont des personnes qui ne viennent pas sur l'événement physique, mais par rapport au contenu qu'on leur a apporté, ont décidé, alors sous réserve d'un plan de communication un petit peu costaud derrière, mais ont décidé de se connecter sur la plateforme et d'assister au contenu, alors qu'ils ne connaissent pas par ailleurs nos salons. Donc, je ne sais pas s'il ne va pas continuer dans cette complémentarité à avoir peut-être une certaine audience sur le digital parce que peut-être ils sont loin de l'événement, ils ne veulent pas s'y déplacer, puis une audience sur le physique. Donc voir comment on arrive à ménager tout ça. D'accord.
Mais j'entends que vous allez aller vers le participant potentiel plutôt que de se dire il va monter à Paris. Avec peut-être l'inquiétude qu'il ne montrerait plus à Paris de la même manière dans certains salons et pour certaines cibles. Donc, relocalisation. Oui, après, je pense que ça dépend vraiment des secteurs d'activité. Oui, bien sûr, des verticales. Oui. On s'aperçoit, par exemple, les grosses boîtes ont tendance, mais ce n'est pas nouveau, à se détourner un peu du média salon pour aller vers de l'événementiel, organiser leurs propres événements, parce qu'ils ont les moyens, parce qu'ils ont déjà une clientèle captive et ils veulent les garder pour eux, alors que le média salon est plus adapté à des petites et moyennes entreprises qui n'ont pas forcément ces moyens-là, qui ont besoin de construire leur réseau de distribution ou de partenaires. Donc ça dépend, je dirais, à la fois du secteur d'activité, des tailles d'entreprise, et à l'intérieur des entreprises, on s'aperçoit qu'il y a dans la même entreprise des gens qui sont pro-physiques et qui ne veulent même pas entendre parler du digital, je me perds, c'est compliqué, etc. Et dans la même boîte, des gens qui vont dire, ben non, le digital c'est super, moi je peux faire mon sourcing à partir de chez moi. Donc le sujet est complexe et je pense qu'il n'y a pas de réponse toute faite qui est de dire, ben voilà, ça va être comme ça demain. Ça dépend de beaucoup de choses, quoi. Sur ce même sujet, je pense qu'il y a vraiment là un levier de développement aussi pour les organisateurs. Je suis complètement d'accord dans le sens où, alors ce que tu disais, c'est qu'une des pistes, c'est en effet d'avoir des événements plus petits, thématisés, segmentés, etc. Ou bien des événements qui gardent une taille conséquente, mais qui n'accueillent pas leur marque sous format de stand, mais qui les accueillent sous format d'événement. C'est à peu près ce qu'est en train de faire Vivatech, ou Vivatech, quand vous vous baladez dans les allées, ici il y a un showcase, ici il y a des événements, etc. etc. C'est ce qu'a fait un autre événement à Nantes qui s'appelle la Mer XXL, qui a accueilli pendant 10 jours de mémoire 2 congrès, des conventions d'entreprise, et ça m'intéresse beaucoup, parce que je me dis que demain, l'événement peut-être support d'autres événements et c'est ça qu'on va draguer. Et finalement, c'est ça qu'on commercialise aussi avec la promesse de dire venez faire votre assemblée générale au milieu de Maisons et Objets ou votre congrès ou votre convention, ce que vous voulez. C'est la promesse de rencontrer d'autres communautés. Donc ça, j'y crois beaucoup. Et le deuxième point, en effet, c'est l'événement .org. Je vais essayer de me fâcher avec personne, mais je pense qu'il est peut-être temps pour notre profession de faire la peau à une expression que j'ai beaucoup utilisée, c'est le avant, pendant, après. Qui a la vertu de montrer que la stratégie relationnelle, c'est pas une fois par an. En revanche, je pense que c'est une phrase qui centre et donc qui biaise l'offre de services à développer pour les organisateurs, puisqu'on centre la réflexion sur le pendant. D'ailleurs, quand il n'y a plus de pendant, on commence à être en difficulté pour faire vivre ça. Et en plus, je pense que c'est ce que moi j'appelle la sémantique de l'offre. Dit autrement, c'est mon avant, pendant, après, puisque moi j'organise l'événement. En revanche, pour ma cible, il n'y a pas d'avant, pendant, après. Toute l'année, elle doit développer du business, toute l'année, elle doit recruter, toute l'année, elle doit expérimenter, etc., etc. Donc je pense que c'est une sémantique qui enferme un peu le avant, pendant, après. Et je pense qu'il faut s'en détacher un peu. Et pour peut-être conclure, pour ne pas être trop long sur pourquoi, du coup, la rencontre physique, moi, je pense qu'il y a un marché majeur à adresser et à commercialiser, c'est l'expérimentation. C'est ce qu'on appelle l'économie de l'expérimentation. Il y a une vraie économie qui s'est structurée autour de cet enjeu-là, avec des incubateurs, des pôles de compétitivité, des agences d'innovation, des startups, etc. Et j'ai le sentiment que c'est un marché qui a un petit peu échappé à cette profession, alors que ce qui est amusant, c'est que quel format utilisent les incubateurs et les startups pour innover? C'est des rencontres, c'est l'événement. Quel format utilisent les agences d'innovation pour faire innover ce qu'on veut, j'allais dire une offre de service, une offre de produit ou même un management interne? C'est la rencontre. Et donc, je trouve qu'il y aurait tout intérêt pour notre secteur à aller sur ce marché-là et à dire la rencontre physique, c'est aussi un potentiel d'innovation et de transformation. On rentre quand même, à mon avis, dans une période de 10, 20, 30 ans où toutes les entreprises, les institutions, les territoires vont avoir à se transformer. Donc, je pense qu'il y a un marché à adresser et derrière, très concrètement, des services du design d'innovation à proposer et à commercialiser. Et voilà, pour pas être trop long. Ouais, je crois que pour conclure sur le sujet, il y a cette notion de multiformat, c'est-à-dire qu'on doit être capable maintenant, pas de dire bah tiens, tu prends un stand ou tu n'en prends pas un, parce que c'était quand même notre métier pendant longtemps, mais de dire aujourd'hui on est capable de s'adapter. Tu veux pas à l'instant T prendre un stand, mais tu as l'option du digital. Tu veux accueillir tes clients chez toi parce que tu veux les garder, il y a des parcours où on peut accueillir les gens dans les showrooms, c'est ce qu'on fait avec la Paris Design Week, donc il faut être capable vraiment d'avoir des formats qui s'adaptent à tous les types de besoins. Enfin, un format, un stand,
celui-là, il va être compliqué à gérer dans les années à venir, parce qu'en plus, il y a des habitudes qui ont été prises, quoi. Bien sûr. Ou de la même manière, dans l'événementiel, si tu fais ta convention, ça coûte 2 millions d'euros, bah non, c'est plus possible ça, parce que ça marche pour 10 boîtes en France, mais ça marche pas pour un certain nombre de PME, quoi. C'est clair que le débat essentiel, comme vous le dites, c'est les formats. C'est évidemment les formats et ils doivent être multiformes et effectivement la coopération et de se dire qu'aujourd'hui on peut ensemble se dire qu'on va prendre un lieu Villepinte et que dans ce lieu, comme est un Vivatech, on fait en même temps une AG de chez Total et que le lendemain c'est l'AG de la SNCF qui se fait exactement dans la même configuration technique. C'est des coûts en moins pour chacun, mais qu'en même temps ces gens-là peuvent aller voir autre chose et ainsi de suite. Il va falloir vraiment qu'on arrive à ouvrir ces portes-là, je dirais, intellectuelle auprès de nos clients. Parce qu'au-delà de ça, c'est réellement l'économie circulaire, c'est l'intelligence collective qui va faire qu'on va inventer les formats ensemble. Mais ça, c'est des choses vraiment qui, pour moi, sont majeures. Et on les a vues aux États-Unis, on les voit à Londres aussi. On les voit évidemment, le C de Montréal était aussi dans la même idée. Il y avait quand même aussi des annonceurs. Mais on sait que c'est ce qui fera avancer l'innovation globale et l'économie globale, en fait, de la France, mine de rien. C'est d'être ensemble, en fait. Et c'est de travailler dans des formats différents que les gens vont se rendre compte qu'il y a une véritable intelligence collective. Donc il y a plein de choses qui sont vraiment à faire.